Posé d'intervenir aujourd'hui. J'arrive à un point où on a l'impression que tout a déjà été dit. Donc je vais solliciter votre attention et peut-être essayer de passer vite sur ce qui a déjà été dit. On se demandait parfois d'où on parle. Donc moi je m'occupe d'un service pour adolescents et jeunes adultes. Donc ce qui m'intéresse, c'est la question de la transition, donc du passage et de l'entrée à l'âge adulte. Voilà, c'est un pôle. Dans ce pôle, on a 4 unités, une unité de crise pour adolescents, une unité jeunes adultes et 2 unités de soins de réintégration scolaire et professionnelle. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai été amenée donc, à rencontrer un certain nombre de sujets présentant des conduites de hikikomori, et c'est ce qui m'a fait m'intéresser donc à ce sujet-là. On l'a déjà dit, donc effectivement c'est une énigme, c'est beaucoup de questionnements. Donc ce que je vais essayer de faire et ce que je vous propose, c'est de reprendre un certain nombre des questionnements. Même ce qui m'avait été proposé, c'est d'essayer de voir comment l'approche psychanalytique pouvait essayer d'éclairer. Alors je n'ai pas la prétention de faire une recension complète, mais simplement de me centrer sur voilà, ce que j'ai appelé l'importance des commencements. Maurice Corcos se disait tout à l'heure qu'il fallait s'appuyer ou s'étayer sur un certain nombre de figures. Il a parlé de Pérec et de l'analyste qui avait été le sien, qui était Pontalis. Donc voilà, c'est un trait commun entre nous. Vous verrez qu'il y aura d'autres traits communs avec un certain nombre des interventions qui ont précédé. Donc Pontalis a écrit un très beau livre qui s'appelle L'amour des commencements, et dans lequel il incite à se questionner, à pouvoir toujours renouveler l'intérêt et d'élargir un certain nombre de nos représentations et de nos idées qu'on se fait de la réalité. Donc c'est un petit peu ça que je vais essayer de vous proposer, comment élargir et essayer de comprendre pourquoi des jeunes hommes, des jeunes garçons donc, décident de garder la chambre et de ne plus sortir à un âge où au contraire les parents, la plupart du temps pour les autres adolescents, pleurent parce qu'ils ne sont jamais chez eux. Donc on l'a vu, il y a beaucoup de définitions, un certain nombre de questions sur lesquelles je reviendrai, notamment sur la question de la durée ou sur les orientations ou les intrications psychopathologiques. Mais finalement, à chaque fois qu'on rencontre un sujet qui présente une conduite de hikikomori, on est à la fois frappé par la singularité et puis par ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire un certain nombre d'invariants, donc de traits communs qu'on peut retrouver. Donc on pourrait dire que ce sont des variations sur un même thème, et on va essayer de voir comment donc on peut essayer de déployer ces variations. Les invariants, c'est effectivement la question de l'inhibition. On a l'impression que tout est mis en retrait, mis en jachère, que ce soit la vie affective, la question de la scolarité, mais aussi les engagements, les investissements sociaux. La question de la négativité, on a parlé tout à l'heure de Melville Bartleby sur l'impossibilité donc à s'engager, sur cette préférence négative, c'est-à-dire non pas un négativisme comme on peut le voir dans la schizophrénie, mais une espèce d'attaque que représente la négativité. J'y reviendrai. Et puis aussi souvent la confrontation particulièrement écrasante et douloureuse à la question de l'idéal. On sait qu'à l'adolescence, les comptes sont en train d'être soldés, c'est-à-dire que le petit enfant ne peut pas faire un certain nombre de choses et il se réconforte en disant que tout ça, il pourra le faire plus tard. Et à l'adolescence, le plus tard est advenu. Donc l'idéal peut du coup ne plus avoir cette fonction de moteur et de ce qui nous permet de tendre justement vers un certain nombre de progrès ou de projets, mais il peut être écrasant, alors que ce soit son idéal à lui, celui de l'adolescent, celui de sa famille ou celui de la société. Donc sur les questionnements, voilà, c'est un certain nombre de ceux-ci ont déjà été évoqués. La question quand même on entend régulièrement du diagnostic ou pas diagnostic. Est-ce que c'est une forme psychopathologique ou pas? Est-ce que c'est une forme actuelle, contemporaine? Voilà, on verra si on peut essayer d'y répondre. En quoi est-ce que ça diffère? Tout à l'heure, Marie-Jeanne Gage parlait de Guéral sur le syndrome de claustration. Je reviendrai sur d'autres entités qui étaient déjà présentes au XIXe siècle. Donc, est-ce que ce sont des nouvelles modalités d'expression de la souffrance, ou est-ce qu'il y a une espèce de répétition ou de remise à un goût plus actuel de ces problématiques-là? Et puis surtout, par rapport à la question des débuts et des commencements, c'est comment les rencontrer, c'est-à-dire comment engager un processus thérapeutique, comment leur permettre de reprendre la question de l'adolescence, qui est la question du processus, donc du mouvement et de la dynamique. Ça, c'est aussi pour les cliniciens que nous sommes un défi et parfois un casse-tête. Et puis aussi, et ça c'est peut-être pour Marie-Jeanne pour le prochain colloque, la question du dépistage et de la prévention, ou du repérage précoce. Voilà. Même si, on en parlait tout à l'heure au déjeuner, il y a une espèce de facilité après coup à relire et à réécrire l'histoire, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments à repérer. Donc au XIXe siècle, on connaissait déjà les syndromes de retrait, de claustration, même s'ils étaient différents.
C'était ce qu'on appelait la spécanophilie, c'est-à-dire l'amour des grottes, hein, donc des gens qui aimaient se retirer dans des grottes. Hein. Ou le lectuarisme, alors eux, c'était plutôt ceux qui, comme Alexandre le Bienheureux, aimaient vivre dans leur lit. Hein. Dès l'Antiquité, bon, que ce soit les anachorètes ou les ermites, hein, il y avait cette volonté de pratiquer l'ascèse, donc de se retirer du monde, hein, de s'extraire des tentations et des stimulations pour engager une réflexion, la plupart du temps, spirituelle, hein, ou religieuse. Donc c'est des pratiques qui sont connues depuis très longtemps, et pour autant quand on rencontre ces sujets-là, on voit que ces enjeux, même s'il y a un certain nombre de questionnements existentiels ou philosophiques, ne sont pas du tout à l'ordre du jour. Hein. Il ne s'agit pas de se retirer de manière consciente, active et choisie, mais plutôt d'être obligé de se protéger en évitant un certain nombre de difficultés. Sur la question de l'ascèse, hein, Anna Freud, qui essayait de faire un petit peu un point d'étape des différents mécanismes de défense, parlait déjà des conduites ascétiques à l'adolescence. Hein, c'est cette espèce d'idéalisation qu'on pourrait voir par exemple chez certaines anorexiques, hein, où il y a une survalorisation de l'esprit et une dévalorisation du corps, hein, comme on a entendu notamment par exemple ce matin sur la place du corps. Il y a cette idée aussi qu'il y aurait une pression à l'entrée dans l'âge adulte. Hein, on parlait des deux âges, hein, des deux espèces de points où les conduites de hikikomori pouvaient se développer. Effectivement, la question de l'entrée dans l'âge adulte, de l'inscription dans un projet, dans une société, est souvent quelque chose qui les met en difficulté. En tout cas, ils ont parfois l'impression de ne pas trouver, de ne pas avoir leur place, et donc de vouloir ne pas y rentrer. Je ne vais pas reprendre les définitions, mais simplement pour essayer d'en avoir un point critique. La première définition, les premières définitions, ce qui était souligné, c'était donc la durée du retrait. On en a déjà beaucoup parlé, la question des 6 mois. Et puis surtout, la dimension primaire, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait pas de pathologie psychiatrique, hein, notamment dans l'idée de pathologie psychiatrique était sous-entendue l'idée de il n'y a pas de schizophrénie. Quand on rencontre les sujets hikikomori, on voit que cette définition, même si elle est tout à fait intéressante, hein, puisqu'elle nous a permis de nous y intéresser, elle suscite un certain nombre de questionnements, voire elle entraîne un certain nombre de limites. La durée de 6 mois, hein, il y a une étude qui a été faite à Hong Kong où on interrogeait à la fois des professionnels et puis des étudiants, et où on leur demandait ce qu'ils pensaient du hikikomori. Et pour les étudiants, hein, étudiants qui n'étaient pas eux-mêmes hikikomori, mais pour les étudiants, la question des 6 mois était une question qui était problématique, et ils trouvaient que finalement, il faudrait déjà se préoccuper des adolescents ou des jeunes adultes qui, à partir de 3 mois, ne quittent plus leur chambre. Hein. Donc cette question-là de la durée apparaît extrêmement importante, même si à la fois c'est nécessaire d'établir un seuil, il y a une espèce de dimension très artificielle, donc on pourrait dire que 5 mois et demi, on n'est pas encore, et puis 6 mois et un jour, on y est déjà. Donc, effectivement, hein, ça perd la dimension dynamique et processuelle, hein, qui est si importante à l'adolescence et qui nous permet aussi, nous, de mieux comprendre les enjeux de ce qui se joue à l'adolescence. Donc, bien sûr, on peut comprendre la volonté, la délimitation, de délimitation, mais il y a toujours à s'interroger sur ce qui fait qu'à cet âge où, au contraire, on est et on se construit avec les autres et avec l'extérieur, on s'engage dans des conduites où on va retirer, supprimer tous ces échanges-là. La deuxième définition, pareil, je ne la relis pas pour aller plus vite, on voit que la dimension dynamique là, a repris une certaine place, et on voit surtout que on pourrait dire que le hikikomori, c'est un syndrome qui se situe, ou une conduite qui se situe aux frontières, hein, aux frontières du normal et du pathologique, aux frontières parfois, et on l'a vu sur différentes présentations, on voyait bien les intrications avec différentes entités psychopathologiques, et puis aux frontières de ce qui pourrait être un échec du processus adolescent ou une mise en jachère temporaire du processus adolescent. C'est sur ça que je reviendrai tout à l'heure. Un des collègues japonais de Nagoya qui travaille sur le hikikomori, hein, Takadi Furuhashi, lui parle d'un continuum entre le normal et le pathologique, et je trouve que cette idée de continuum est particulièrement intéressante. On a beaucoup parlé de la question du DSM, hein, et de la question de la dimension culturelle. Alan Théo, qui est un des grands spécialistes mondiaux du hikikomori, a été un grand défenseur au moment de la sortie de la dernière version du DSM, donc d'introduire le hikikomori dans les syndromes culturellement liés. Ça a été refusé par la task force qui gère le DSM, donc en mettant en avant qu'il y avait
des hikikomori qui étaient décrits en dehors du Japon ou en dehors des pays asiatiques, et que donc cette spécificité culturelle ne pouvait pas être entendable, notamment pour ce syndrome-là. Pour autant, ils ont quand même proposé de rentrer le hikikomori dans ce qu'ils appellent les idiomes culturels, hein, donc idiomes de détresse, voilà, c'est moyens ou canaux culturellement reconnus de communication par lesquels les membres d'un groupe ethnoculturel expérimentent, interprètent et communiquent leur expérience de souffrance. Cette définition-là, cette idée de l'idiome culturel, moi, elle me paraît intéressante à la condition qu'on inclue un groupe qui serait un groupe virtuellement défini, dont la culture serait celle d'être adolescent. Ce qui est extrêmement frappant, vous en parliez, beaucoup des parents qu'on reçoit ou des adolescents qu'on reçoit sont allés voir sur Internet et parfois se retrouvent dans les descriptions. Donc cette culture, cette génération mondialisée par les réseaux sociaux fait qu'effectivement ça peut peut-être être une classe d'âge qui fonctionne avec un certain nombre de modalités de fonctionnement et puis qui surtout mettent en avant une façon d'exprimer leur souffrance. Et cette façon-là, finalement, chez les garçons, ça pourrait être le hikikomori. Donc dans les études épidémiologiques, hein, on l'a dit, la question de la surreprésentation masculine est très importante. Moi, dans ma pratique clinique, c'est exactement la même chose, même si voilà, sur 50aine de patients que j'ai été amenée à prendre en charge, il y avait un peu moins de 5 filles, hein, donc vous voyez, c'est très très peu. Et puis surtout, ce qui est très très étonnant, c'est le décalage entre ce à quoi on est habitué, c'est-à-dire une symptomatologie, notamment chez les garçons, particulièrement bruyante, hein, faite de passage à l'acte, de conduite orgalique. Et là, on est à l'opposé, hein, c'est-à-dire vraiment dans un fonctionnement marqué par la négativité, hein, que ce soit dans l'expression des émotions ou que ce soit dans les conduites d'agir. Donc effectivement, là aussi je vais très vite, hein. Ce qui caractérise l'adolescence, c'est le processus de transformation, hein. C'est-à-dire que c'est par le corps et les transformations de la puberté qu'on entre dans l'adolescence. En revanche, c'est beaucoup plus difficile de savoir quand on en sort, hein. Et il y a un flou, on entendait tout à l'heure 39 ans, hein. Donc c'est formidable, hein. Donc on va passer de jeune à vieux, il n'y aura pas d'état intermédiaire, hein. Il n'y aura pas d'âge adulte, donc voilà, moi c'est un peu trop tard pour moi, mais bon, je le regrette profondément. Donc effectivement, hein, beaucoup d'excitation, hein, il suffit de fréquenter les sorties de collège ou de lycée, hein, pas pour des mauvaises raisons, mais simplement pour le plaisir d'écouter le niveau sonore, ou si vous fréquentez les services pour adolescents, effectivement, le niveau sonore y est aussi très très élevé, donc une excitation particulièrement importante, une réactivation de la problématique oedipienne, hein, comment est-ce qu'on fait, comment on se positionne par rapport aux parents, hein, la proximité est parfois menaçante et beaucoup trop dangereuse pour certains des adolescents, et puis surtout la reprise du processus de subjectivation, c'est-à-dire de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vais être comme sujet, hein. Vous savez que c'est souvent une question qui est posée aux parents, hein, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, et souvent les adolescents répondent mais je ne sais même pas ce que je vais faire dans 5 minutes, donc imagine bien que plus tard ça ne sera pas possible. Et puis bien sûr aussi l'accès à la sexualité génitale, hein, donc c'est aussi un âge important socialement, bon, donc c'est l'âge où il faut faire ses choix, ses projets, donc là aussi tout ça c'est difficile. Donc on pourrait dire que l'adolescent est assailli sur plusieurs fronts, hein, sur un front interne, on l'a dit, et puis sur un front externe, et donc il doit essayer de faire face à toutes ces exigences, hein, qu'elles soient personnelles ou familiales, hein, parfois des exigences surmoïques, hein, vous voyez, je disais tu dois, il faut, hein, voilà, il faut que tu travailles, tu dois être attentif, etc., etc., tu dois sortir, tu dois aller en classe, hein, donc sans qu'on s'en rende compte, on fixe effectivement l'adolescent dans un certain nombre d'exigences qui sont parfois particulièrement difficiles. Donc ce double front, quand les adolescents vont bien, ils arrivent tant bien que mal avec un certain nombre d'aménagements à pouvoir y faire face. Quand ils sont plus fragiles ou quand les sollicitations ou la pression est trop importante, eh bien, ils vont être obligés d'utiliser des stratégies plus ou moins coûteuses psychiquement pour essayer de faire face. Et on peut se dire que cette conduite de retrait, elle s'inscrit dans une stratégie, dans une modalité défensive, pour pouvoir essayer de franchir, dans le meilleur des cas, ce passage-là, ou essayer de figer le temps pour que le moment où il faille franchir le seuil de l'adolescence pour entrer dans l'âge adulte soit reculé, voire qu'il apparaisse dans un avenir extrêmement lointain, voire flou. Ce qui apparaît donc dans le retrait, hein, c'est effectivement
la difficulté, on l'a dit tout à l'heure, la douleur à faire face au conflit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être pris par des contradictions internes, par le vouloir grandir et être terrorisé à l'idée d'être grand, le vouloir être autonome et l'impossibilité, les désirs qu'on peut avoir, la fantasmatisation qu'on peut avoir et le sentiment de honte à l'idée d'avoir des conduites de masturbation, par exemple, ou à désirer un certain nombre de pratiques sexuelles qui sont parfois difficiles, à vouloir faire des choses et à ne vouloir rien du tout. Donc cette conflictualité, pour un certain nombre d'adolescents, elle peut être particulièrement difficile. Et alors que pour un certain nombre d'entre eux, donc le retrait va être une vraie modalité défensive, c'est-à-dire que ça va être une transition, et c'est là où la dimension thérapeutique va être intéressante, hein, c'est-à-dire une transition qui ne doit pas s'installer, parce que sinon elle peut perdre cette fonction défensive pour devenir une conduite particulièrement délétère, où le risque de chronicisation est tout à fait important. Donc si on essaye de se dire qu'il y aurait ce continuum entre quelque chose de trophique, de défensif, et à l'autre extrémité quelque chose de beaucoup plus délétère, on pourrait dire qu'il y aurait une première forme, celle qui serait en fait la moins sévère, hein, celle qui serait dans une espèce de moment de jachère ou de figement du processus adolescent. On pourrait dire que ce qu'on observe chez ces adolescents-là, c'est que l'ensemble de la vie psychique est placé sous le sceau du retrait, de l'inhibition, de la passivité, que du coup, l'idée c'est donc de limiter les sollicitations externes, hein, la pression extérieure, les rencontres avec les autres, pour essayer de faire face aux sollicitations internes. Et on pourrait se dire que c'est ce qu'on observe, hein, donc il faut réduire au maximum les interactions, hein, que ce soit le quotidien. On voit que parfois c'est simplement autour du repas, parfois même du plateau qui est déposé devant la porte de la chambre, qu'il va y avoir des échanges, ou médiatisés via les réseaux sociaux. On pourrait dire que dans ces formes-là, le processus adolescent est ajourné, hein, c'est-à-dire qu'il est remis à plus tard. Hein, alors effectivement, un plus tard qui pour le moment ne se dessine pas, mais qui est quand même là, qui est quand même plus tard. On pourrait aussi reprendre, Maurice Corcos en parlait ce matin, du concept de dépressivité qui est proposé par Pierre Fédida, hein, la dépressivité au sens, on va dire, la plus physique du terme, c'est-à-dire comme s'il y avait une espèce de surchauffe et qu'il fallait mettre la psyché au repos. Hein, vous savez, quand vous regardez la météo, hein, les dames qui nous expliquent hein, que la pression baisse, il y a des dépressions, ben là, ça serait la même chose. C'est aussi une façon de temporiser hein, et de remettre l'idéal à plus tard, c'est-à-dire de modifier la temporalité. Hein. On parlait de l'investissement du présent. On pourrait dire aussi que ce que les adolescents refusent, c'est les effets de l'après-coup, c'est-à-dire tout ce qui s'était engrammé au moment de l'enfance et qui va prendre une tonalité, une coloration très différente avec l'adolescence. Donc là, c'est une façon de figer le processus pubertaire et de figer la temporalité. À l'autre extrémité, on aurait des formes beaucoup plus graves, où effectivement là le retrait se fait disparition, où les murs de la chambre deviennent des murailles infranchissables, et où le sujet se sent en permanence assailli, où tout désir, tout besoin est vécu comme une menace, parce qu'il fait courir le risque de ne pas être assouvi ou de ne pas être entièrement, de ne pas permettre une satisfaction. Donc là, le temps doit complètement s'arrêter, hein, il ne doit plus être figé, mais il doit être arrêté, tout est immobilisé, tout est compliqué, et donc c'est ceux-là qui sont empreints d'une négativité la plus sévère, hein, avec effectivement un certain nombre de difficultés. J'avance parce que je vois le temps qui passe. Non, mais c'est... Non, mais c'est moi, je vois 17 minutes, donc c'était 20 minutes l'idée, donc je vais avoir du mal à faire les 3 minutes, même si je parle très vite. Alors, juste pourquoi je veux accélérer un peu, c'est pour parler des propositions thérapeutiques. Hein. On a dit tout à l'heure, et j'étais très très contente d'entendre ça, que c'était important de pouvoir hospitaliser les adolescents et de pouvoir les hospitaliser longtemps. Pendant très longtemps, on a tenu le discours inverse, hein, qui était que l'hospitalisation était porteuse de chronicisation. Donc l'idée, c'est effectivement de se dire qu'on peut quand même encore utiliser l'hospitalisation comme un levier thérapeutique. Donc effectivement, comme à l'adolescence, on se construit principalement avec le groupe de pairs, l'idée d'hospitaliser des adolescents dans des services où il y a des adolescents et des jeunes adultes, c'est de remettre cette dimension naturelle de construction en place, hein, et donc effectivement d'utiliser l'hospitalisation dans ce contexte-là. J'ai utilisé peut-être le terme ou je ne l'ai pas utilisé, mais il y a la question du choix. Comme s'il y avait un choix à se retirer, c'est jamais un choix.
il y a une dimension de contrainte interne qui est très importante, et donc Maurice Corcos en a parlé aussi ce matin. L'idée de l'hospitalisation, c'est de faire contrepoids, c'est-à-dire de proposer une contrainte externe qui va permettre progressivement de desserrer la contrainte interne. Et c'est ça le paradoxe, c'est ce que j'appelle le contre-paradoxe. Hein. Ça a été beaucoup travaillé avec les patientes anorexiques, hein, notamment en Italie avec Mara Selvini Palazzoli, hein, qui a beaucoup travaillé l'idée du contre-paradoxe. Et c'est un petit peu comme ça que je pense qu'on peut utiliser et qu'on peut comprendre donc, notre façon d'utiliser l'hospitalisation. Alors, la question, c'est la question de la rencontre. Hein, donc, c'est pour ça que la rencontre, elle se fait souvent en absence du patient. Donc, comme vous travaillez au CPEA, avec les parents d'abord. Alors, ça peut être aussi via Skype, des consultations, via les réseaux sociaux. Mais il me semble quand même que la présence physique, réelle, matérielle, c'est-à-dire l'idée d'engager une rencontre où il y a aussi des corps en jeu, pas que des esprits, est extrêmement importante. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse rencontrer les adolescents. Et parfois, il faut les contraindre à nous rencontrer. C'est ce à quoi va servir l'hospitalisation. Donc l'idée de ces hospitalisations, c'est qu'elles s'inscrivent dans une volonté d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a un engagement du thérapeute, hein, un petit peu comme ce que dit Nero sur le contre-transfert qui précède le transfert, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a déjà un désir ou une volonté ou une proposition du thérapeute que progressivement l'adolescent va pouvoir lui aussi trouver sa proposition et son envie de se soigner. Cette proposition du thérapeute, elle est souvent relayée par les parents, hein, c'est-à-dire que les parents sont avec nous, à nos côtés, à solliciter et à demander des soins pour leur adolescent. Donc c'est à la fois extrêmement important, mais ça peut aussi avoir un effet délétère, c'est-à-dire que ça va majorer le sentiment de passivité. Donc effectivement, au début, l'adolescent va être extrêmement passif, et puis très vite, et vous l'avez dit, on va être secondaire. Ce qui va être important, c'est les relations avec les autres. Qu'est-ce qui fait que les relations avec les autres, elles sont possibles dans le cadre d'une hospitalisation ? C'est qu'elles sont médiatisées. Hein, c'est-à-dire qu'elles sont tempérées. Il y a des temps où on est seul, il y a des temps où on est en groupe, il y a des temps où il y a des soignants présents, il y a des temps où il n'y en a pas. Et donc, du coup, progressivement, les relations avec les autres vont pouvoir à nouveau se mobiliser et s'inscrire. Et c'est une espèce de contrat qu'on va passer avec l'adolescent. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire, c'est de figurer la contrainte dans l'extérieur. Hein. Il y a un patient qui m'avait dit, moi je ne comprends pas, mon père il est venu vous voir, hein, et il est d'accord pour que vous m'hospitalisiez, c'est-à-dire qu'il passe son temps à me dire qu'il faut que je sorte de ma chambre, et en fait vous vous mettez dans une chambre d'hôpital. Donc il dit, je ne comprends pas votre travail, hein, c'est n'importe quoi. Effectivement, il a raison, c'est n'importe quoi. Pas complètement. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la volonté et le désir de ne pas rester à l'hôpital, c'est ce qui mobilise aussi la plupart du temps le processus thérapeutique. Hein. Quand on accueille un adolescent à l'hôpital, on doit déjà avoir en tête le moment où il va sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait sortir dans 3 semaines. Hein, ça veut dire que cette dimension-là de l'après, elle est extrêmement présente et elle est extrêmement importante. Donc on l'a vu tout à l'heure dans le film Magnifique, la question des médiations thérapeutiques est indispensable, que ce soit des médiations individuelles ou des médiations groupales, que ce soit des médiations sociales ou des médiations culturelles, elles sont vraiment indispensables à la reprise du processus thérapeutique. Donc juste, j'ai bientôt fini. Donc, dans les formes les moins sévères, pourquoi hospitaliser ? On pourrait dire que l'objectif, c'est l'évaluation. Hein. Ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir différents regards, différentes modalités d'évaluation. Bien sûr, avec un psychiatre, avec un psychologue, ça peut être avec des tests projectifs, mais aussi l'évaluation dans le quotidien. Est-ce que l'adolescent est avec les autres ou pas ? Est-ce qu'il y a des activités qu'il peut faire ou pas ? Donc cette évaluation très fine du fonctionnement, elle est extrêmement importante. Et puis surtout, l'idée, hein, c'est d'éviter au maximum la chronicisation, hein, et donc de mobiliser rapidement et de reprendre donc le travail et le processus adolescent, et puis aussi de pouvoir favoriser donc le travail psychothérapique. Hein. On l'a dit, on travaille dans la durée, hein, donc les hospitalisations peuvent être très longues parfois. On travaille beaucoup avec les hospitalisations séquentielles, hein, c'est-à-dire là aussi ce paradoxe qui est de prescrire la rechute, hein, d'éviter qu'elle n'arrive, puisqu'il y a une hospitalisation dans X temps, ou c'est parce que c'est 2 jours à l'hôpital, le reste du temps à l'école, etc., etc. Dans les formes les plus sévères, l'engagement est extrêmement important. Hein, il faut essayer d'éviter au maximum les effets délétères de la négativité. Et il faut réinscrire une temporalité. Donc l'hospitalisation permet une scansion du temps, hein, notamment par l'utilisation des permissions, l'utilisation des activités, donc du temps plein, du temps vide, du temps occupé, du temps moins occupé, du temps prescrit et du temps libre. Toutes ces modalités temporelles différentes vont permettre que l'adolescent se réinscrive dans cette temporalité. Puis ça permet aussi de reprendre des médiations comme par exemple la scolarité qui sont très importantes. Donc j'ai fini.
On pourrait dire qu'on est au commencement, en tout cas, voilà, de la compréhension du phénomène du hikikomori. L'enjeu, c'est toujours la question de la délimitation et de la compréhension. Hein. On parlait de l'échelle de Théo, mais il y a d'autres échelles qui sont mises en place pour essayer d'évaluer et de faire des diagnostics plus précis. Pour un certain nombre d'auteurs, on parle d'épidémies silencieuses. On pourrait se dire que l'enjeu, c'est effectivement de repérer rapidement, parce que c'est un âge où les transformations sont extrêmement importantes, et figer ces transformations, figer le processus de construction est quelque chose de très délétère. On ne peut pas parler de hikikomori au singulier, mais de différentes formes de hikikomori, hein, d'où la nécessité de l'évaluation et des prises en charge différentes, graduées. L'intérêt aussi, bien entendu, du travail pluriprofessionnel, hein, c'est indispensable. Et puis le travail aussi de partenariat avec les familles et puis aussi avec l'éducation nationale. Et puis aussi pour les formes les plus sévères, hein, comment permettre qu'à un moment un travail psychothérapique puisse advenir, puisqu'au début le travail psychothérapique qui implique un face-à-face sera beaucoup trop menaçant. Et puis donc là aussi, parfois, vous le faites depuis très longtemps CPOA, nous on travaille aussi comme ça, on rencontre longuement les familles, ils viennent au groupe famille, ils travaillent avec d'autres pour que progressivement quelque chose dans leur représentation puisse changer et qu'on puisse avoir une représentation commune de ce que pourrait être la prise en charge de leur enfant. Ben voilà, je vous remercie de votre attention.